C'était un matin de printemps à Toulouse. La ville s'éveillait lentement sous une lumière dorée. Les briques roses de la vieille ville reflétaient les premiers rayons du soleil et les terrasses commençaient à se peupler de bruits familiers, le tintement des tasses, les éclats de voix feutrées, les battements d'ailes des pigeons. Dans une ruelle élégante du centre, à 2 pas de la place Esquirol, la boutique Rivière et Fils Joaillier ouvrait ses portes. Derrière la grande vitrine, une lumière douce inondait l'intérieur, les présentoirs de velours noir mettaient en valeur les éclats des diamants, les nuances des pierres précieuses. Chaque bijou semblait flotter, figé dans le temps. À l'intérieur, 2 vendeuses installaient les dernières pièces dans les vitrines. Le parquet grinçait sous leurs pas discrets, elles parlaient à voix basse, prêtes pour une nouvelle journée de clients sérieux. Et c'est à ce moment-là qu'elle est entrée. Une vieille dame, silhouette fine, dos droit, manteau beige ajusté et sac à main en cuir patiné. Ses cheveux gris étaient relevés en chignon simple, son regard doux mais déterminé. Elle n'avait rien d'extravagant, pas de bijoux voyants, pas de marque de luxe, mais une élégance discrète, presque ancienne. Elle poussa la porte sans bruit et referma doucement derrière elle. Les vendeuses levèrent à peine les yeux. Elle s'approcha lentement de la grande vitrine centrale, celle réservée aux pièces de collection. Elle s'y arrêta, longtemps. Son regard s'était fixé sur une bague ancienne, posée dans un écrin de velours bleu nuit. Un anneau d'or blanc, orné d'un saphir ovale cerclé de petits diamants, simple mais profond, presque familier. La vieille dame sourit doucement, comme si un souvenir venait de traverser les années pour se glisser jusqu'à elle. Puis, elle leva les yeux vers les vendeuses. « Bonjour, mesdemoiselles. Pourriez-vous me montrer cette bague, s'il vous plaît ?» Un léger silence, à peine perceptible. La plus jeune, Clara, répondit sans grande chaleur. « Laquelle, madame ?»« Celle du milieu, avec le saphir. » Clara échangea un regard rapide avec sa collègue avant de se pencher pour sortir l'écrin. Elle le posa sur le comptoir, mais sans l'ouvrir. « C'est une pièce unique, madame, années 30, un saphir du Cachemire, le genre de bijou qu'on ne voit plus beaucoup et qui n'est pas à la portée de tout le monde. » Elle avait dit cela avec le sourire professionnel d'usage. Mais dans son regard, il y avait ce petit éclat, ce jugement à demi masqué. La vieille dame ne sembla pas s'en formaliser. Elle se pencha, regarda l'écrin, puis tendit la main. « Puis-je la tenir un instant ?» Clara ouvrit la boîte, sortit la bague, mais ne la lui donna pas immédiatement. « Vous avez une idée du prix, madame ?» L'autre vendeuse, derrière, réprima à peine un sourire. La vieille dame resta droite, sa main toujours tendue, ne tremblait pas. « Je ne l'ai pas demandé. » Finalement, Clara posa la bague dans sa paume. Suzanne l'observa quelques secondes, la tourna doucement, sans hâte, puis du bout du doigt, elle caressa l'intérieur de l'anneau, ses yeux s'arrêtèrent sur un tout petit détail. Une gravure, elle sourit, un sourire intime, presque imperceptible, puis elle reposa la bague dans l'écrin délicatement. « Merci, je voulais seulement la revoir. » Clara referma aussitôt la boîte, visiblement soulagée que la scène s'achève. Si vous souhaitez revenir avec un proche, ou peut-être faire un devis pour une reproduction plus accessible, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Suzanne hocha la tête, pas un mot de plus. Elle jeta un dernier regard à la vitrine, puis tourna les talons et sortit, aussi discrètement qu'elle était venue. La clochette tinta, et les 2 vendeuses éclatèrent d'un petit rire léger, comme après un mauvais sketch de théâtre de quartier. Mais ce qu'elle n'avait pas vu, c'était ce que la vieille dame avait reconnu dans la gravure, et ce qu'elle préparait en silence. À l'intérieur de la bijouterie, le calme était revenu. Les 2 vendeuses, Clara et Laurie, s'étaient replongées dans leurs tâches, mais l'attitude de la vieille dame restait présente dans l'air, comme une odeur subtile qui ne veut pas s'effacer. Clara, la plus jeune, tapotait distraitement sur la tablette utilisée pour l'inventaire. « Franchement, Laurie, tu l'as vue ? Elle voulait tenir la bague comme si elle allait l'acheter. Une pièce à 18 000 €, tu te rends compte ?» Laurie, plus réservée, haussa les épaules sans trop répondre. Elle n'avait pas été aussi méprisante, mais elle n'avait rien fait non plus pour adoucir l'échange. Peut-être qu'elle voulait juste rêver un peu, dit-elle, presque à mi-voix. Eh bien qu'elle aille rêver ailleurs. Ici, on n'est pas là pour faire de la poésie. Quelques minutes plus tard, une cliente habituée entra dans la boutique. Madame Delmas, la soixantaine tirée à 4 épingles, tailleur Chanel et parfum entêtant. Clara l'accueillit avec un grand sourire, toute cette énergie polie qu'elle avait refusée à Suzanne quelques instants plus tôt. « Bonjour, Madame Delmas, la parure d'émeraude est arrivée ce matin juste comme prévu. »« Parfait, mais dis-moi, je suis passé tout à l'heure devant la boutique. Je crois avoir vu une vieille femme sortir, elle avait l'air perdue. C'était une cliente ?» Clara se pencha avec un sourire complice. « Disons, une visiteuse, curieuse mais pas vraiment à sa place ?» Madame Delmas pouffa doucement, comme si c'était une évidence. Ces gens croient que la politesse les met au niveau. Mais l'allure, ça ne s'invente pas. Laurie, en arrière-plan, détourna le regard. Quelque chose en elle la gênait. Mais elle se tut. Pendant ce temps, à quelques rues de là, Suzanne marchait lentement, son sac au bras, son pas régulier. Elle ne semblait pas bouleversée, pas même contrariée. Mais dans ses yeux, il y avait quelque chose de plus fort que l'humiliation. La mémoire. Elle repassait la scène. Le ton de Clara,
Le regard de travers, l'assurance cruelle des gens qui jugent sans savoir. Elle savait ce qu'elle pensait d'elle, qu'elle n'avait rien à faire ici, qu'elle n'était qu'une vieille dame seule, en fin de course, curieuse d'un luxe inaccessible. Mais elle ne savait rien, rien de son passé, rien de cette bague, et surtout rien de ce qu'elle allait faire maintenant. Suzanne s'arrêta sur un banc, face à la Garonne. Elle sortit un vieux téléphone à clapet, un modèle presque vintage. Elle composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. « Mathieu, c'est mamie? Tu es à Toulouse aujourd'hui? Je crois que le moment est venu. » Ce fut tout, une phrase simple, calme. Mais à l'autre bout du fil, Mathieu comprit tout de suite. Dans la boutique, l'ambiance était revenue à la normalité bourgeoise. Les vendeuses discutèrent d'un client en retard, d'un cocktail privé à organiser, d'une livraison à vérifier. Rien ne laissait deviner que dans moins d'une heure, leur monde allait basculer. Pas avec fracas, mais avec élégance. Suzanne était rentrée chez elle, un petit appartement clair situé dans le quartier Saint-Cyprien, de l'autre côté du fleuve. Un lieu modeste mais lumineux, rempli de livres, de cadres anciens et d'objets patiemment entretenus. Sur le buffet, une photographie en noir et blanc. Un couple, lui en costume 3 pièces, elle en robe élégante, des mains jointes devant une vitrine de bijouterie, la vitrine de Rivière et Fils dans les années 1950. C'étaient ses parents. Suzanne s'assit dans son fauteuil préféré. Elle regarda longuement la photo, puis sortit de son sac un petit carnet à couverture rigide, bordé de cuir. Elle l'ouvrit à une page marquée d'un brin de lavande séchée. On y trouvait un dessin à la main, la bague au saphir. Dessous, quelques lignes tremblantes, création, Delmas Debrun, 1936 gravure intérieure, LD, SM, Amour fidèle, transmise à Suzanne, 1968. Cette bague, c'était celle de sa mère. Son père l'avait dessinée lui-même à l'époque où il était encore artisan joaillier installé dans une petite boutique de la rue des Tourneurs. C'était leur savoir-faire, leur amour, leur signature. Mais après la guerre, les affaires avaient décliné. Les dettes, les reventes forcées, les intermédiaires, les pièces avaient disparu. Certaines revendues, d'autres oubliées. La bague au saphir avait été perdue dans les méandres d'un inventaire judiciaire. Et voilà qu'aujourd'hui, elle réapparaissait, posée là comme un trophée sans mémoire, dans la vitrine de ceux qui avaient oublié d'où venait le vrai luxe. Suzanne ferma le carnet. Elle n'avait pas besoin d'expliquer tout cela à Clara, ni à personne. Elle n'avait pas besoin de se justifier. Elle savait. Et elle n'était plus seule. Son téléphone vibra doucement. Un message de Mathieu, son petit-fils. « J'y suis dans 20 minutes, laisse-moi faire. » Elle sourit. Mathieu, son petit-fils adoré. Un garçon intelligent, passionné, qui avait grandi entre ses tartines beurrées et ses récits de bijoux anciens. Aujourd'hui, il était devenu un homme, un entrepreneur respecté. Il avait repris à sa manière l'héritage oublié. Pas dans l'artisanat, mais dans l'investissement stratégique. Et depuis quelques mois, il participait au rachat d'une chaîne de bijouterie ancienne du Sud-Ouest. Ce que Clara et Laurie ignoraient, c'est que Rivière en Fils venait tout juste d'en faire partie. Suzanne regarda l'heure. Elle se leva, reprit son manteau. Elle ne retournerait pas à la boutique. Pas maintenant. C'était au tour de Mathieu, et parfois, la meilleure des réponses, c'est le silence, lorsqu'on sait que la vérité marche juste derrière vous. La matinée avançait dans la boutique Rivière et Fils. Le soleil avait gagné en force, inondant les vitrines d'une lumière crue. Le parquet brillait sous les talons des clientes. Les rires légers s'échangeaient entre bagues et bracelets. Clara s'ennuyait un peu. Elle pianotait sur son téléphone derrière le comptoir pendant que Laurie remettait en place un collier mal centré. Rien ne laissait présager le moindre bouleversement. Et pourtant, à 11h42, la porte vitrée s'ouvrit doucement. Il entra avec assurance. Mathieu. La trentaine élégante, costume bleu marine impeccable, chemise blanche sans cravate. Une montre discrète mais haut de gamme au poignet, des chaussures cirées mais pas ostentatoires. Il portait cette élégance calme de ceux qui n'ont rien à prouver et savent parfaitement où ils mettent les pieds. Il s'arrêta quelques secondes sur le seuil, observa la boutique, puis s'avança vers le comptoir. Clara redressa aussitôt la tête, ajusta son sourire professionnel. « Bonjour monsieur, je peux vous aider ?» Mathieu répondit d'un ton aimable mais direct. « Oui, j'aimerais voir une bague ancienne, saphir central gravée à l'intérieur. Elle est exposée en vitrine, je crois. » Clara hocha la tête, intriguée. « Vous parlez du modèle Art déco? Une pièce rare? Vous avez bon goût. » Elle sortit la bague avec plus de soin qu'elle ne l'avait fait pour Suzanne. Cette fois, elle posa un carré de velours, prit des gants, adopta les gestes du luxe. Mathieu s'en saisit doucement, il la fit tourner entre ses doigts, puis il pencha la tête, lut l'intérieur de l'anneau, et il murmura, presque pour lui-même, « LD, SM, amour fidèle ». Il ferma les yeux un instant, puis il releva la tête et son sourire s'effaça. « Cette bague appartenait à mon arrière-grand-mère. » Clara cligna des yeux. « Pardon ? Et ce matin, vous avez refusé de la vendre à sa fille. » Le silence tomba dans la boutique. Laurie, au fond, s'était figée. Clara bafouilla. « Je ne comprends pas. Vous êtes… » Mathieu sortit alors de sa veste une petite carte de visite qu'il déposa sur le comptoir, face visible.
Mathieu Debrun, Groupe d'Orient, investissement spécialisé, haute joaillerie et patrimoine. Clara blêmit. Laurie s'approcha lentement, son regard passant de la carte à la bague, puis à Mathieu. Nous avons finalisé l'acquisition du groupe Rivière et Fils il y a une semaine, poursuivit-il calmement. Je suis ici aujourd'hui en tant que visiteur et en tant que famille. Clara tenta un sourire mal à l'aise. Je suis vraiment désolé, monsieur, je ne savais pas. Justement. Mathieu regarda longuement les deux vendeuses. Vous ne saviez pas, et vous n'avez pas cherché à savoir. Vous avez vu une vieille femme discrète, et vous avez cru qu'elle ne comptait pas. Mais elle a construit ce que vous vendez aujourd'hui. Il reposa la bague dans son écrin. Je repasserai cet après-midi avec elle. Je vous laisse le temps de réfléchir à ce que ça signifie d'être au service du vrai luxe. Il s'inclina légèrement, sans colère, sans éclat, et sortit de la boutique, comme il était venu, en silence. Clara, livide, s'effondra sur sa chaise. Laurie ne dit rien. Dans la vitrine, la bague brillait toujours. Mais soudain, elle pesait beaucoup plus lourd. L'après-midi était plus calme. Le flot des clientes s'était ralenti. Un ciel pâle couvrait Toulouse, et dans la boutique Rivière & Fils, le parfum discret d'ambre flottait dans l'air comme un dernier effort de raffinement. Clara rangeait des bagues mécaniquement. Son sourire professionnel avait disparu. Laurie, silencieuse, vérifiait des inventaires pour éviter son regard. Personne ne parlait de ce qui s'était passé ce matin, mais tout le monde y pensait, et à 15h03, la porte s'ouvrit de nouveau. Mathieu entra, cette fois accompagné, à son bras, Suzanne. Même manteau beige, même sac usé, mais aujourd'hui, elle n'était plus seule. Et tout dans sa posture avait changé. Elle ne marchait pas plus vite, elle ne regardait pas différemment, mais l'atmosphère autour d'elle n'était plus la même. Clara se leva d'un bond, Laurie la suivit. Mais aucune des deux ne parla. Elles étaient prises de vitesse par leur propre silence. Mathieu prit la parole. « Je vous présente ma grand-mère, Suzanne Debrun, fille de Louis Debrun, maître joaillier. Cette maison, elle la connaît mieux que nous tous. » Il tendit la main vers l'arrière-boutique. D'ailleurs, à l'époque, son père avait son atelier juste derrière cette cloison, là où se trouve aujourd'hui votre imprimante. Un frisson traversa la pièce. Suzanne, elle, regardait autour, pas avec rancune, mais avec mémoire. Ici, il y avait la vitrine aux broches, et là sur ce mur, la pendule à balancier. Je me souviens du tic-tac pendant que ma mère cousait derrière le comptoir. Clara ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Suzanne sourit doucement. « Ce matin, vous m'avez fait comprendre que je n'avais plus rien à faire ici. » Puis elle leva les yeux vers elle, sans colère. « Et vous aviez raison, je n'ai rien à faire dans une maison qui oublie d'où elle vient. » Mathieu reprit, plus ferme. « Cette bague a été volée au patrimoine familial. Aujourd'hui, elle revient à sa légitime héritière. » Il sortit un document de sa poche, une attestation de propriété, une trace d'inventaire des années 60 et une copie de la gravure familiale. Clara recula d'un pas. Laurie, blême, hocha la tête lentement. « Bien sûr, elle est à elle. » Mathieu ajouta calmement « Je ne vous demande pas de vous excuser, ce n'est pas pour vous, c'est pour elle. » Suzanne s'avança vers le comptoir. Clara, tremblante, posa l'écrin sur le velours. La vieille dame tendit la main sans hâte. Et pour la première fois depuis plus de 50 ans, elle toucha à nouveau la bague que son père avait imaginée. Elle la fit glisser à son doigt. Elle lui allait toujours. Un silence lourd régna dans la boutique, pas tendu, mais juste. Puis Suzanne referma doucement l'écrin. « Je vais la faire ajuster. Elle n'est pas pour moi. Elle est pour ma petite fille. » Et dans cette phrase, il y avait tout un monde transmis. La scène était finie. Il n'y avait pas eu de cris, pas de colère, aucune humiliation violente, juste une vérité déposée là, avec calme, et une dignité que rien ni personne ne pouvait plus ignorer. Suzanne tenait désormais la boîte dans ses mains. Pas comme un trophée, mais comme une mémoire récupérée, transmise, honorée. Elle se tourna vers Mathieu. « Est-ce que tu veux qu'on parte maintenant ?» Il lui sourit. « Non, mamie, il y a une dernière chose à faire. » Il s'adressa à Clara et Laurie qui attendaient debout, raides, muettes. « Je ne vous renvoie pas. » Un battement d'yeux surpris. « Mais je vais vous proposer quelque chose. Dès la semaine prochaine, l'ensemble du personnel suivra une formation spécifique. Pas sur les pierres, ni sur la vente, sur le respect, sur la transmission, sur l'écoute. » Il marqua une pause, parce que le vrai luxe commence là. Clara, les yeux humides, hocha la tête. Elle ne savait plus si elle était soulagée ou humiliée. Mais elle comprenait. Suzanne s'avança alors vers le comptoir. Elle y déposa lentement la petite boîte, et à la surprise générale, elle en sortit 2 sachets de viennoiserie noués avec un ruban violet. « C'est pour vous, mesdemoiselles, 2 chouquettes au sucre et un feuilleté aux pommes. Mon boulanger préféré est juste derrière la cathédrale. » Clara et Laurie restèrent dos figés, gênés. Mais Suzanne ajouta « On peut toujours choisir ce qu'on fait, après avoir mal agi. Le plus difficile, c'est d'oser changer. » Puis elle se tourna vers Mathieu. « On y va ?» Ils sortirent ensemble comme ils étaient entrés. Sans fracas, mais cette fois, tout le monde les regardait. Pas à cause de la tenue, pas à cause de la richesse, mais à cause de ce quelque chose d'indéfinissable, ce mélange de noblesse tranquille et d'assurance douce, ce silence qu'on écoute. Clara posa les sachets sur la table du fond, elle les ouvrit lentement.
Laurie, elle, regardait toujours la porte, comme si quelque chose en elle venait tout juste de se dénouer. Et dans la vitrine, la bague en saphir n'était plus là. Mais l'éclat de ce moment brillait encore dans l'air. Quelques jours plus tard, un matin paisible glissait sur les toits roses de Toulouse. La Garonne brillait sous le ciel clair, les cafés se remplissaient doucement, le monde reprenait son rythme. Et au fond d'une terrasse discrète, à l'ombre d'un platane, Suzanne était là, assise, tranquille, un livre à la main et une tasse de thé fumant devant elle. Elle ne portait aucun bijou. Rien ne la distinguait des autres passants. Et pourtant, elle n'était plus tout à fait la même. Un jeune homme s'approcha, tenant un sac en papier et 2 cafés à emporter. Mathieu, toujours élégant mais détendu. Il s'assit à côté d'elle. « J'ai pris celui au lait d'avoine comme tu aimes. »« Tu es un amour ?» Ils s'échangèrent un regard complice. Puis Suzanne ouvrit doucement le sac posé sur la table. À l'intérieur, une petite boîte blanche, sobre, nouée d'un ruban. Elle la tendit à une jeune fille qui venait d'arriver, cheveux bouclés et cartable au dos. Emma, sa petite fille. « C'est pour toi, ma chérie. »« C'est quoi ? Mamie, tu n'étais pas obligée. » Suzanne la regarda dans les yeux. « C'est une histoire que tu porteras au doigt, une histoire d'amour fidèle. » Emma ouvrit la boîte. La bague au saphir reposait là, réajustée, polie, prête pour une nouvelle génération. Emma resta muette, puis elle murmura « Elle est magnifique. » Suzanne sourit. « Elle ne t'appartiendra jamais vraiment. Tu la garderas un temps, puis tu la transmettras, à ton tour. » Et dans ce geste, il y avait tout ce que les vendeuses n'avaient pas vu. Tout ce qu'on ne pèse pas en carats, tout ce qu'on ne chiffre pas en euros, tout ce qui brille uniquement aux yeux de ceux qui prennent le temps de regarder. Dans la bijouterie Rivière et Fils, les choses avaient changé. L'accueil s'était adouci, le regard s'était élargi, les noms étaient toujours les mêmes. Mais les silences, eux, portaient désormais des leçons. Parfois, la plus grande des richesses ne s'expose pas. Elle se transmet, elle se chuchote d'une main à une autre, et elle se reconnaît dans le regard d'une vieille dame qu'on n'a pas su voir à temps.